Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Ecclésia, bienvenue à une nouvelle émission de Parlons écologie. Je suis avec Bruno Lortiwa. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. La thématique d'aujourd'hui, Bruno, est loi naturelle et vie végétale. On avait déjà parlé dans une émission précédente de la loi naturelle. Je vais juste reprendre la définition qu'on avait donnée. C'est la définition du père Dominique Foyer, professeur de théologie morale à l'Université de Lille. C'est une notion théologique qui traduit avant tout la conviction que tout ce qui existe, loin d'être le résultat aléatoire du hasard et de la nécessité, reflète à travers son organisation même une intention créatrice fondamentalement bonne. Ce dessein d'amour de Dieu est perceptible par l'intelligence humaine et l'humanité qui est appelée et participée par le travail de sa raison et de sa volonté. La loi naturelle a donc d'emblée un caractère d'universalité. Et dans ce caractère d'universalité, on va traiter avec vous, Bruno, aujourd'hui, la loi naturelle liée à la vie végétale. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Eh bien, ce qu'on pourrait commencer par en dire, c'est que la vie végétale est caractérisée par sa croissance et par sa fertilité. Et donc, la fertilité est naturelle. Elle fait partie de cette vie végétale. Et en fait, il n'y a qu'à regarder tout simplement une forêt qui n'est ni arrosée, pour laquelle on ne va apporter aucun engrais, pour laquelle on ne va faire aucun travail du sol. Et pourtant, une forêt en pleine expansion, alors pas à tous les âges de sa vie, mais lorsqu'elle est vraiment en pleine croissance, comme nos adolescents et nos adolescentes, elle produit ou elle peut produire chaque année 10 tonnes de matière végétale, on peut appeler ça la biomasse, par hectare et par an. Ça veut dire chaque année, pendant de nombreuses années, on va avoir une production de matière alors qu'il n'y a aucune action de l'humain sur cet espace de production. Donc déjà, ça nous montre qu'on ne peut pas produire sans apport massif d'engrais chimiques, par exemple, est une idée qui, apparemment, si on observe la nature tout simplement, est probablement à remettre en cause. Ensuite, autre exemple, nous vivons, nous, à Vauvert, donc près des zones de marais. Dans ces marais poussent des roseaux, donc ce qu'on appelle la sagne, qui permet de construire après les toits de chaume ou de faire des ombrières pour nous protéger du soleil d'été. Eh bien, cette sagne qui vit dans un milieu aquatique, donc certes c'est assez différent de la forêt, mais elle est aussi dans cette loi naturelle et elle exprime que chaque année on coupe en fait la sagne pour l'extraire et la vendre, et il y a une production permanente de matière organique, de matière végétale, sans intervention une nouvelle fois de l'homme. Alors la question c'est quels sont les mécanismes qui permettent cette production, et donc l'idée c'est qu'il y a certainement une sorte d'hyper-organisation du vivant, une organisation très complexe qui fonctionne un peu comme une horloge suisse, avec des mécanismes très fins qui, lorsqu'on ne fait pas obstacle, ces mécanismes produisent une fertilité naturelle et importante. Et l'humanité, Bruno, du coup, comment elle se positionne par rapport à la loi naturelle spécifique du végétal ? Alors l'humanité a le choix d'aller avec la loi naturelle ou d'aller contre la loi naturelle. Et en fait, la différence, c'est que pour aller avec, il faut avoir conscience que cette loi naturelle existe, qu'elle est à l'œuvre au cœur du vivant, et il faut donc non plus se positionner comme les maîtres de la vie, et l'utiliser comme un objet pour atteindre les objectifs que l'on se fixe, mais se dire que finalement on a possibilité par nos actions de faire obstacle au vivant et à cette intelligence qui est inhérente à la vie végétale et à toutes les formes de vie, et donc ça nécessite de passer d'une position d'autocentrage. Je suis le centre de ma propre existence en tant qu'humanité, et tout ce qui m'entoure n'est que l'objet de mes objectifs particuliers et personnels. Donc on est dans une attitude de maîtrise et de contrôle à une attitude décentrée, c'est-à-dire qu'on observe et on reconnaît. Reconnaître, c'est un mot qui est fort, c'est naître à nouveau, renaître.
avec. Renaître avec, ça veut dire qu'en même temps, ça implique un mouvement de sortie de soi-même. C'est-à-dire que pour aller à la rencontre de cette vie qui est autour de moi, eh bien, je ne suis plus centré sur moi-même, mais j'essaie de comprendre du coup comment fonctionnent ces mécanismes qui sont compliqués, complexes et donc qui impliquent la pleine participation de mon intelligence humaine et de l'intelligence de l'humanité. Donc on voit que ce mouvement il est important, il est même indispensable. Ce décentrage nous permet de comprendre, de prendre avec nous la loi naturelle pour non plus aller contre elle, par des actions finalement qui sont un peu à côté de la plaque, on pourrait dire, du vivant, mais qui vont totalement en symbiose avec ces mécanismes profonds qui sont souvent cachés, qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil. Et du coup, Bruno, qu'est-ce que l'humanité a compris jusqu'à présent de la loi naturelle des végétaux ? Alors, les végétaux, c'est un peu comme les animaux, c'est un petit peu comme les humains. On pourrait simplifier en disant qu'ils ont 3 grands besoins. Alors, un besoin en eau. On sait bien que nous, si on ne boit pas, au bout de 3 jours, on a des risques létaux de mortalité. Un besoin ensuite en nourriture. Et puis, un 3e besoin qui est le besoin d'un environnement protecteur. On a besoin d'une maison, on a besoin d'habits pour nous protéger du froid, pour nous protéger du chaud. Et puis un certain nombre de choses dans cet environnement qui vont nous permettre de nous épanouir et de vivre sereinement. Le végétal, c'est pareil. Donc on peut faire cette analogie-là. C'est peut-être plus facile à comprendre en utilisant des éléments qu'on connaît bien dans notre vie humaine. Mm-hmm. Alors si vous voulez, on peut commencer par la nourriture. Oui. Les plantes ont besoin de se nourrir et elles ont besoin à peu près de 27 éléments qui ont été répertoriés, des éléments nutritifs, alors qui vont être soit des éléments comme l'azote, le phosphore, le potassium, et là on reconnaît, j'ai cité les 3 premiers, qui sont massivement utilisés dans l'agriculture, les engrais on dit NPK, parce qu'ils ont une action directe, visible et importante sur la croissance des plantes et sur leur équilibre physiologique. Et puis il y a beaucoup d'autres éléments, dont j'ai dit 27, donc il y a le calcium par exemple, le silicium, le soufre. Et puis ensuite il y a d'autres éléments qui sont consommés dans des quantités beaucoup plus faibles, qui sont des oligo-éléments notamment. On va trouver par exemple le bore, le fer, le cuivre, qui vont avoir des actions plus de catalyseurs métaboliques. En fait, ils vont déclencher des réactions au sein de la vie végétale, au sein du vivant, réactions qui vont participer soit à la croissance, soit à la défense immunitaire de ces végétaux, de ces plantes, et vont ensemble pouvoir assurer la bonne santé de la plante. Bruno, est-ce que tous ces éléments sont présents dans le sol et comment un végétal a accès à tous ces éléments ? Eh bien, pour revenir à l'analogie de la nourriture des plantes, on peut aussi parler de cuisiniers et de cuisinières, c'est-à-dire que il y a des acteurs qui vont transformer la matière pour la rendre assimilable, donc préparer un bon repas pour les plantes. Et donc ces acteurs, il y en a de plusieurs types. Il y a d'une part des insectes qui vont transformer, découper, broyer les éléments, par exemple les feuilles, les branches, l'herbe qui tombe au sol, qui meurt. Cette matière organique va devoir être décomposée, elle n'est pas directement assimilable par la plante. Et donc les insectes participent grandement à cette première étape de la décomposition. Et puis viennent ensuite les bactéries. Alors là, on descend légèrement dans le sol. Avec les insectes qui travaillent la matière, on est dans les premiers centimètres à la surface. Et les bactéries qui vont transformer la matière organique pour la minéraliser, c'est-à-dire la rendre déjà beaucoup plus assimilable par les plantes. Et puis il y a d'autres acteurs comme les vers de terre qui font un travail
énorme. On verra, ce travail, il est un travail de digestion. Les vers de terre ont aussi des bactéries dans leur intestin qui participent également à cette digestion. Et puis, le ver de terre va avoir une action sur la structure du sol. On va en reparler tout de suite d'ailleurs. Hein. Et dernier élément, mais qu'il faut quand même citer, on en a déjà parlé avec l'agroforesterie, c'est les champignons souterrains. Alors eux qui créent une sorte de réseau internet souterrain qui connecte toutes les racines, les radicelles, les petites racines qui sont capables d'absorber la nourriture et donc qui abreuvent notamment les plantes en allant chercher l'eau très loin dans les sous-sols. Donc là on est sous la terre et même parfois très très loin sous la terre. Et donc c'est quelque chose, c'est un univers en soi qui est au service de mettre la table pour la plante pour qu'elle puisse consommer ce dont elle a besoin tout au long de sa vie. Du coup, là, on a traité l'aspect de la nourriture. Il manque encore l'environnement protecteur et l'eau. On va parler de l'environnement, Bruno? Oui, si vous voulez. Alors, l'environnement, on pense toujours à ce qui se passe autour de la plante, mais en fait, il y a deux environnements. Il y a un environnement aérien et puis il y a un environnement souterrain. N'oublions pas que la partie souterraine qui n'est pas visible est constituée d'à peu près autant de matière que la partie aérienne dans un arbre. Donc quand on voit ces branches et quand on voit par exemple les grands platanes le long des routes, il faut imaginer que sous terre il y a l'équivalent en termes de racines, donc c'est considérable. Alors on a dit tout à l'heure qu'il fallait que l'environnement soit protecteur. Alors protecteur de quoi? Protecteur par exemple d'une chaleur excessive. On sait que les plantes souffrent au-delà de 40 degrés et donc elles ont une sorte de stress qui va impacter directement leur croissance, les induire aussi en fragilité par rapport à des maladies et diminuer la production. Il y a aussi le vent. Le vent a une action importante sur la plante parce qu'il déshydrate. Non seulement il déshydrate, mais aussi il peut casser des branches, il peut avoir une action négative au niveau de la morphologie de la plante. Et le vent va créer une évaporation au niveau du sol qui peut être très importante. Vous savez que par exemple l'été, au mois de juin, juillet, août, on peut facilement avoir une évaporation de 7 mm d'eau par mètre carré. Ça fait déjà quand même 7 litres d'eau au mètre carré chaque jour qui vont partir dans l'atmosphère, qui vont s'évaporer. Et si on calcule pour une plus grande surface, prenez par exemple 100 mètres carrés, ça nous amène à 700 litres d'eau qui s'évaporent tous les jours. C'est énorme. On voit que ces questions-là d'environnement, d'ambiance et de microclimat sont fondamentales pour la croissance et le bien-être de la plante. Et pour réduire les dégâts de cette évaporation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, pour protéger globalement le végétal, à la fois du chaud, donc de l'insolation, de l'évaporation, du vent, eh bien, il y a une méthode assez simple, c'est d'intégrer des haies. On avait parlé d'agroforesterie dans nos cultures, des haies, des arbres, des arbustes, des lianes qui vont protéger en fait nos cultures productrices, par exemple d'alimentation, en créant un microclimat, en rafraîchissant l'atmosphère. On sait que la présence d'arbres rafraîchit parce que les arbres transpirent et donc ça refroidit l'environnement, ça casse le vent, donc ça a un effet aussi protecteur par rapport au vent, et donc globalement ça va limiter l'évaporation. Donc ça fait partie des techniques à retrouver dans nos techniques culturelles. Mais dans le cas de la production agricole, la présence de ces arbustes, de haies pour protéger l'environnement ne rentre pas en concurrence avec du coup la production en elle-même en réduisant le nombre de produits? Bien, effectivement, c'est un risque, mais c'est un juste équilibre à trouver. C'est-à-dire que si on introduit trop d'arbres dans nos cultures, on va créer une concurrence qui va vraiment diminuer la production. Et il y a un juste milieu, donc ça veut dire qu'il faut en avoir assez pour avoir l'effet protecteur, mais pas trop pour pas avoir trop de concurrence. Ensuite, il faut savoir que ces plantes et ces arbres peuvent avoir eux-mêmes un objectif de production. Des haies peuvent servir à produire du bois pour le chauffage, par exemple, et pour faire des plaquettes de bois pour alimenter des chaudières à bois. Ou les résidus de taille de ces haies peuvent servir à faire du broyat pour alimenter en compost
les productions elles-mêmes. Donc on est plus dans une recherche de synergie de différents moyens de production qui s'auto-protègent les uns et les autres, qui s'auto-aident les uns et les autres, que d'une mise en place d'une concurrence. Et puis, dernier point, la présence de ces plantes annexes va servir aussi de lieu de nidification pour des insectes, voire aussi des micro-organismes qui vont pouvoir aider les plantes à lutter contre des parasites, par exemple. Si j'ai des coccinelles qui nichent dans ma haie, quand je vais avoir une invasion de pucerons, eh bien, elles vont être là présentes sur le territoire, sur l'espace de production pour intervenir. Donc on a une sorte d'équilibrage biologique par la diversité des plantes et la diversité du coup des insectes et de l'ensemble des êtres vivants qui vont pouvoir se développer sur ce lieu-là. Alors, pour ce qui concerne l'environnement, il y a aussi, vous aviez cité avant, l'aspect du souterrain. Oui, alors l'environnement aérien et l'environnement souterrain. Tout à fait. Alors cet environnement, il doit être accueillant. Accueillant, pourquoi ? Pour les racines notamment. Et on connaît les sols qui sont très compactés, où les plantes ont du mal à prendre racine. Alors on est obligé de passer des socs de labour très profonds pour ameublir le sol. Tout à l'heure, on a parlé des vers de terre, des bactéries, des insectes qui sont dans le sol. Si ces êtres vivants sont présents parce qu'ils ont de quoi manger, donc on leur apporte de la biomasse, ils vont eux-mêmes travailler le sol. Et donc, ils vont rendre le sol poreux. Et les vers de terre remuent des quantités astronomiques de terre. Plusieurs tonnes de terre sont remuées par hectare et par an par des populations de vers de terre. Donc, ils font véritablement le travail des tracteurs, des socs de charrue. Et en créant des galeries souterraines, ils créent en fait des zones de passage pour les racines. En fait, les galeries des vers, ce sont vraiment les autoroutes et les nationales des racines des arbres. C'est-à-dire que la racine emprunte cette voie qu'a créée le ver de terre. Ver de terre qui plus est, qui exude, qui produit du mucus, qui est une sorte d'aliment concentré pour les plantes, puisqu'on a un cocktail d'éléments nutritifs minéraux qui est donc à disposition pour les racines dans ces galeries qu'elles peuvent naturellement emprunter. Eh bien, on arrive du coup au troisième élément, après la nourriture, l'environnement protecteur aérien et souterrain. On va parler de l'eau. Eh bien, l'eau dépend beaucoup de la structure du sol. Et donc, quand on a cette fameuse structure grumeleuse qui ressemble à une éponge, une sorte de gros gruyère avec des tas de cavités, l'eau va pouvoir s'infiltrer, d'une part, donc on va éliminer réduire en tout cas les problèmes d'inondation, les problèmes aussi d'érosion par des coulées d'eau, parce qu'on a un sol éponge et il va être en capacité d'absorber et de garder des volumes d'eau importants dans le sol qui vont constituer des réserves à disposition sur une période longue pendant l'absence de pluie pour l'ensemble du réseau racinaire des plantes en présence. Donc on voit qu'en nourrissant le sol, en lui donnant de la matière organique en surface, on engendre, on produit tout un arsenal de processus complexes qui font intervenir de nombreux êtres vivants, qui vont agir directement sur la structure physico-chimique du sol et lui donner des capacités extraordinaires par rapport à un sol qui serait compacté, mort, tassé, qu'il faudrait sans arrêt travailler pour lui redonner une capacité à produire. Du coup, Bruno, on a vu ces grands tableaux liant tous les éléments qui permettent l'épanouissement de la vie végétale. Et une question qui me vient, c'est est-ce que dans l'agriculture d'aujourd'hui, l'agriculture moderne, cette loi est-elle respectée ? Alors on pourrait dire pas toujours, l'agriculture d'une part parce que elle apporte principalement des engrais minéraux et donc elle enlève tout ce travail dont on a parlé des micro-organismes qui ont pour objet de transformer la matière organique donc qui tombe sur la surface du sol en général en matière minérale. Et donc comme le travail leur est enlevé, il n'y en a plus, donc on a des sols qui sont relativement vides de vie des insectes, de vie de vers de terre, de vie de bactéries. On a une sorte de désert biologique.
Et donc ça impacte la structure du sol, donc on n'a plus les trous, le passage des vers de terre, on n'a plus toute cette vie qui foisonne et qui finalement fait un petit peu lever la terre comme un gâteau avec la levure, hein, ça peut être une bonne image. Et ça impacte donc la nécessité, ça implique la nécessité de travailler avec des outils, d'ouvrir la terre et de la rendre accessible aux racines par un travail puissant du sol. Et puis, on a vu aussi qu'on avait simplifié cette nourriture. Quand toute cette population transforme, un peu comme les cuisiniers et les cuisinières en cuisine, la matière brute, eh bien, il y a ces fameux 27 éléments qui sont indispensables à la vie et à la bonne santé des plantes. On simplifie en leur apportant principalement 3 éléments fondamentaux, mais en même temps, imaginez que vous mangez tous les jours frites, hamburgers et glaces. Tous les jours, ça va être un peu compliqué au niveau de votre santé. C'est la même chose pour les plantes. On a du coup, de par cette simplification, un affaiblissement, une fragilité et une sensibilité aux pathologies qui est plus importante et qui va induire la nécessité du traitement chimique et donc d'être intrusif et de venir un petit peu pour permettre à la plante de rester en bonne santé. Donc on voit que tout s'enchaîne pour quelque part faire obstacle à certains éléments fondamentaux de la loi naturelle qui permettent la croissance et la santé végétale. Mais bon, restons sur une note positive et de nombreuses expériences en agroforesterie, en agriculture biologique, en maraîchage sur sol vivant réoriente les modes agricoles, même si cela reste encore à la marge du monde agricole, mais peut-être que ce sont les prophètes de demain et que dans 20, 30 ou 40 ans, l'agriculture aura vraiment changé de visage et nous aurons des systèmes plus à l'écoute du vivant et de la loi naturelle. Bien sûr, Bruno, on espère cela car il y a une urgence sûrement de préserver le monde végétal et j'ose dire que peut-être il y a une urgence aussi de réveiller à nouveau chez l'humain l'intérêt de observer et de se mettre à l'écoute de la vie et à l'écoute de cette création qui est magnifique. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, tout à fait. C'est l'espoir qu'on peut porter. Voilà, du coup, merci aux auditrices, aux auditeurs et à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, Sarah, à bientôt.